Je devrais dire, chers confrères, bienvenue. Dis, cher confrère, peut-être ce serait un peu prétentieux. On ne pourrait pas m'asseoir à la même table de journalisme que Jean-Jacques Foucault. La Mais modestie des fleurs. je suis vraiment très flatté. Alors, il se trouve que vous êtes un journaliste de formation. Vous avez également flirté avec, on va dire, le droit, globalement. Dites-nous, aujourd'hui, est-ce que vous êtes toujours sur les deux terrains ou alors progressivement on s'est retiré des deux? Sur quel terrain on évolue un peu plus maintenant? Je suis juriste de formation. Oui. Je suis un diplômé de l'université de Yaoundé 2 à Soie. À Soie. Oui. Vous avez fait plusieurs années à Soie. Oui, plusieurs années à Soie. J'ai été sélectionné en Master 2 en 2017. Vous avez poursuivi ou vous avez décidé d'abord de bloquer le matricule? J'ai mis en veilleuse. La passion pour le journalisme était tellement grande et il a fallu trouver une formation professionnelle pour ne pas juste... Pour ne pas être un imposteur dans le milieu. Voilà. Donc il a fallu trouver une formation professionnelle. J'ai donc dû mettre ma formation de juriste en veilleuse. Et aujourd'hui, puisque vous me posez la question sur l'actualité, je suis dans un cabinet de communication qui mêle les deux. Nous avons un magazine qui parle du cabinet, le cabinet lui-même qui fait dans le droit des affaires. Oui. Donc, je fais le droit d'un côté, je fais le journalisme de l'autre. Parce que là-dedans, c'est moi qui suis le rédacteur en chef du magazine de la maison. On est plus passionné de journalisme alors? Oui, très passionné. Mais depuis que je suis là, depuis que je mêle les deux, je me sens plutôt bien. Lorsque j'ai tenu ce livre, c'est d'abord le nom, Jésus Pout. C'est un nom qui vous a toujours servi, je veux dire, vous a toujours valu une certaine admiration. Beaucoup. Et c'est beaucoup de responsabilités aussi. Parce que lorsque vous appelez Jésus, vous avez, en fait, dans la mémoire collective, vous n'avez pas le droit à l'erreur. Ouais. Donc du coup, même quand je deviens parfois chiant, entre guillemets, c'est surtout ma mère. Elle me rappelle que je suis Jésus. À partir du moment où elle me rappelle que je suis Jésus, à partir de là, je suis obligé de faire les efforts quand même, d'être moins têtu. On imagine que c'est elle qui a peut-être choisi le prénom? Non, pas elle. Mon père était un ancien catéchiste, un ancien séminariste aussi, pour André. Et c'est lui, quand je suis né, il a dit c'est Jésus. Voilà. Mais pour la forme, il a d'abord mis son nom devant Pout. Et maintenant, pour mettre Jésus après. Les Sésames de la persévérance, le livre a été écrit en 2025. Parlez-nous un peu du contexte de création. À quel moment vous vous dites, allez, ça peut faire une belle histoire, ce voyage en Chine qui ne s'est pas fait sans difficulté? Quand je commence à toucher les premiers mots sur un calepin, vous êtes journaliste, vous promenez toujours avec votre calepin. Nous sommes au terminal de l'aéroport de Beijing. Et je dis, je n'écris pas pour en faire un livre. Déjà, vous prenez des notes? Oui, je prends les notes. Je dis, je vais raconter mon voyage sous la forme épistolaire à ma fille qui n'a que 3 ans. Votre petite portion? Oui, ma petite portion. Je vais lui raconter mon voyage, tout ce que je viens de vivre. Mais là, à l'aéroport de Beijing, je suis plutôt plus émerveillé par ce que je vois. Je suis très content. Mais après, je me dis, non, il ne faut pas que j'oublie quand même l'avant-voyage. Parce qu'il s'est passé tellement de choses dont je vais lui raconter tout ce qui a commencé avant même d'entrer maintenant dans le carnet de route du voyage. Et voilà. Vous avez sorti le grand mot. Est-ce qu'on peut dire que le livre, c'est un carnet de route, mais davantage un récit sur comment est-ce que vous avez fait pour la première fois aller en Chine? Oui. Peut-être que le côté journaliste un peu primé, parce que j'ai choisi le récit, parce que le récit, c'est quand même l'art du vrai, l'art de la réalité. J'ai l'habitude de dire que là-dedans, 98% des faits qui sont racontés sont des faits réels et vécus, sont réels. Donc, je me réveille un beau matin, nous sommes en octobre, il est en train de pleuvoir. Je reçois le message d'un ami, ce que j'appelle par l'interrogation du ciel, qui me demande, monsieur, est-ce que vous avez votre passeport? Je ne vous le demande pas pour que vous veniez avec. Faites la photo, on est en train d'aller acheter les billets d'avion. Je n'ai jamais eu de passeport de ma vie. À l'époque où on m'envoie ce message, j'ai entre mes mains un vieux récépissé qui date de 3 ans. Donc je cours toujours derrière la carte nationale d'identité. On espère qu'aujourd'hui ça va.
Oui, non, ça va. C'est rien. Et lui, il prend ça comme si le passeport était tellement quelque chose d'ordinaire, parfois passeport, permis de conduire et tout. Il dit, et jusqu'à envoyer le message à l'ambassade, il dit, ok, comme vous croyez que je blague, l'ambassade va vous appeler. Et une femme à l'ambassade, je sens l'accent, il est chinois. C'est vous, monsieur, pour tant. Allez, faites la photo, on va acheter les passeports, vous allez voyager en fin de semaine. Et c'est aussi là, facilement. Aussi facilement. Et c'est là que commence ce que j'appelle Koh-Lanta. Une aventure très compliquée. Où les portes s'ouvrent sans difficulté ici, des personnes qui vous tendent la main sans vous connaître, sans jamais vous voir. Et vous présentez le passeport dans votre livre comme étant un pont. Oh oui. Non, pas sans difficulté, parce que si vous dites sans difficulté, du coup, le mot persévérance n'a plus de sens. Il y a eu de la difficulté. Parce que déjà, le passeport, je crois, c'est 100 ou 110 000 déjà. Il faut trouver de l'argent déjà pour l'avoir. Heureusement que maintenant, le passeport sort 48 heures après. Parfois même 24 heures, si vous avez des connexions dedans. Donc là, déjà, on salue les autorités pour cet effort-là. Mais il fallait d'abord avoir ces 110 000. Et après, maintenant, dans la composition des dossiers, je vais vous raconter une anecdote. Je finis. Donc, dans ma tête, c'est que j'ai fini de composer le dossier. Sauf que quand j'arrive au centre d'établissement des titres identitaires, le policier qui m'accueille dehors, il me dit, monsieur, j'ai le diplôme pour justifier la profession journaliste. Quand il regarde, il me dit, vous n'avez pas de contrat. Vous êtes journaliste, vous travaillez où? Vous n'avez pas de contrat à rentrer. On est autour de 15 heures déjà. Je dois rentrer. Et c'est une urgence. Lui ne va pas comprendre l'urgence. Il fait son travail. Sauf que j'entre, je récupère le contrat et tout. Quand je retourne, il me laisse entrer. Et là-dedans, la femme qui reçoit seulement le contrat, elle me dit, où est votre diplôme? En fait, le contrat même ne sert à rien ici. On justifie votre profession par le diplôme. Donc, il y a tellement de choses. Alors qu'on avait déjà, on vous demandait de rentrer chez vous. Il y a des fois, je rentrais. Ce jour-là, je suis rentré, je n'avais pas encore tout fini. Et on ne finit que m'appeler à l'ambassade. Je me suis dit, je suis resté seul. Je me suis dit, demain, j'envoie un message à l'ambassade pour leur dire, je ne suis pas prêt, je n'ai même pas de passeport. Parce que l'idée, c'est que je n'avais pas dit tout de suite à l'ambassade que je n'avais pas les transports, j'étais en train de faire. Parce que si je l'avais dit, il y avait une autre personne qui attendait. Oui. Voilà. Donc je n'ai pas dit, j'ai dit que le passeport avait une petite difficulté. Je vais aller récupérer demain, chaque jour c'est demain, chaque jour c'est demain. Vous allez perdre l'opportunité. Ça a mis combien de temps à peu près pour avoir le précieux sésame et d'être totalement prêt? Pour avoir le précieux sésame, je vais être clair avec vous, Jean-Jacques, ça a pris une semaine. Une semaine entière. Une semaine entière. Parce que quand vous arrivez à l'établissement de centre identitaire là-bas, je pars même d'abord pour faire le passeport. À l'enrôlement, la femme qui doit m'enrôler me dit que votre vieux récépissé ne peut pas passer. Sachez d'abord, n'allez plus attendre votre l'ancien CNI qui ne sortira jamais. Votre récépissé, jetez-le, trouvez 10 000, faites-vous un nouvel enrôlement d'abord, pas pour le passeport. Faites d'abord la CNI. Mais c'est maintenant, à partir de la CNI, le nouveau récépissé, là, qu'on pourra vous enrôler pour le passeport. Donc, je me trouve non pas maintenant en train de chercher le passeport, mais d'abord la CNI. Pour trouver le passeport. Et j'arrive au centre identitaire. Quand vous entrez là-bas, vous mettez en rang, on vous donne les numéros. Sauf que quand j'entre, le monsieur qui donne les numéros, distribue le numéro, peut-être aller au petit coin. Moi, j'entre directement, je rencontre une dame qui est devant son bureau, qui reçoit les gens qui sortent. Ils ont déjà fini la procédure. Quand elle me voit, vous avez fait comment pour être là? Madame, qu'est-ce que je fais? Je rentre pour aller prendre le numéro. Non, non, non. Asseyez-vous là, ne rentrez pas. Elle appelle sa collègue, venez prendre mon ami ici et tout. Voilà comment tout a été géré. Jusqu'au passeport, il y a vraiment, on va dire que les étoiles étaient alignées. C'était, comme on dit vraiment à l'africaine, c'était votre voyage à vous. C'était votre moment. Oui, mon moment carrément. Parce que parce que dans les procédures du voyage, les gens aussi essayent d'appeler, parce que les gens avec qui je devais voyager, tout le monde était prêt. Il faut donc aller acheter les billets d'avion en masse pour essayer de discuter un peu le prix. Je ne sais pas comment ça se passe là-bas et tout, pour discuter les prix et tout. Moi, je n'étais pas encore prêt. J'ai dû faire perdre à l'équipe 1 ou 2 jours pour que j'envoie mon passeport. Alors, sur cette partie-là, on a bien l'impression que vous soulevez quand même une question importante, la solidarité. Oui. La solidarité et même parfois la main tendue des personnes qui ne vous connaissent pas. Oui. Celui qui vous envoie, du moins qui vous sollicite pour la Chine, le préciser dans votre livre, n'est ni votre frère, ni votre cousin, c'est un homme
qui a décidé parce qu'il a vu en vous des compétences. Alors aujourd'hui, la solidarité agissante, sans intérêt, vous y croyez alors? Fortement. Dans la lune que j'ai laissée, le poème La lune que j'ai laissée, je dis à petite portion, les montagnes ne sont finalement que des collines. Lorsqu'on a comme ténacité, la persévérance et comme Python, les choses des alpinistes là, oui. Comme Python, la main de ceux que vous aimez.